Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Aujourd'hui, les débats des sénateurs se poursuivent autour du scrutin pour les élections européennes. La principale innovation de ce projet de loi, c'est son article 1er qui introduit une circonscription nationale unique pour ces élections. Cela alors qu'en France, depuis 2003, il y a 8 circonscriptions interrégionales. L'objectif du gouvernement, c'est de remobiliser les Français autour de l'idée européenne. Cela alors que ces scrutins sont très largement boudés, font l'objet d'une abstention massive. Alors il faut savoir que la circonscription nationale unique ne serait pas tout à fait une nouveauté en France puisqu'elle a été pratiquée de 1977 à 2003 et qu'aujourd'hui 23 États membres sur 27 la pratiquent également. Vous allez le voir, hier les sénateurs ont adopté cette mesure principale de ce texte et cela malgré l'opposition de toute une partie de la droite sénatoriale qui craint qu'une nouvelle fois ce scrutin soit déconnecté des territoires. Retour donc à l'adoption de l'article 1er de ce texte. À l'article 1er, je suis saisie de plusieurs demandes de prise de parole. La parole est à Monsieur Pierre Charon. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, le souhait de restaurer une circonscription unique pour l'élection de nos députés européens n'augure rien de bon. Ce choix est caressé par certains, ce n'est pas le mien. À une époque où l'on reproche aux élus de s'éloigner de leurs électeurs, je m'étonne que l'on prône une mesure qui conforte l'entre-soi. Je préfère des députés élus dans des circonscriptions, fussent-elles imparfaites, plutôt que des élus désignés dans une circonscription nationale sans aucun lien avec leurs électeurs. À mes yeux, seul le président de la République est légitime à être élu dans une circonscription aux dimensions de la France. L'élection des députés européens dans les circonscriptions depuis 2004 a rapproché ces élus de leurs électeurs. Nos parlementaires européens ont bien localisé leurs actions. Les campagnes électorales européennes sont l'occasion de contacts des candidats avec leurs électeurs. Serait-il démocratique de revenir au statu quo ante? Souhaitons-nous des meetings désincarnés, purement centrés sur les problématiques d'un parti? Le militant que je suis n'a guère de sympathie pour ces campagnes dont l'enjeu était de savoir si l'on est sur la liste. La création de circonscriptions pour les élections européennes a été un progrès dans le rapprochement avec nos électeurs. Sous couvert de modernité, certains pensent à en revenir. Enfin, à ceux qui affirment que les élus européens sont désignés par leur parti, on peut leur répondre que plus il y a d'enracinement, plus il y a de légitimité. Et plus il y a de légitimité, plus il y a de lien avec les électeurs. Un élu désigné dans un territoire, c'est aussi une garantie d'indépendance. Un élu dont la liste couvre la nation entière sera dans une situation de faiblesse. Il ne pourra guère s'appuyer sur les électeurs de son territoire, il devra tout à son parti. Dans certains cas, il pourra même être dans les mains de l'exécutif. Il ne sera là que pour faire de la figuration. Il ne sera là que pour un sigle, pour un logo, sans aucun lien avec son terroir. Son travail au Parlement européen ne fera l'objet d'aucun suivi. Je m'étonne qu'avec autant de cynisme, on tourne le dos à ce qui permet à une démocratie de vivre. Dans le feuilleton de la rénovation des institutions, l'épisode proposé par le gouvernement n'est pas l'avenir de la démocratie, mais le retour vers le passé. Pour ces raisons, je voterai contre cet article, conformément à l'intime conviction de mes collègues du groupe Les Républicains. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Louis Masson. Oui, Madame la Présidente, quel que soit le gouvernement, il y a des propositions qui sont pertinentes et d'autres qui ne le sont pas. Ce qui fait que du temps de M. Sarkozy, j'ai voté certains textes, du temps de M. Hollande, j'en ai voté d'autres, et notamment l'interdiction de cumul de mandats. Et cette disposition de revenir à une circonscription nationale, c'est non seulement le bon sens, mais c'est l'intérêt de la France, et puis c'est aussi la clarté politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les partis pensent qu'à régler leurs petits problèmes. Et certains partis ne sont pas clairs. Donc ils ne veulent surtout pas qu'il y ait une grande circonscription nationale, parce que quand on n'est pas clair, on souhaite avoir des sous-circonscriptions, comme ça, Dupont dit blanc dans son coin, Durand dit noir dans son coin, et puis ma foi, tout le monde est content, hein, c'est l'auberge espagnole. Et il y a des partis qui sont spécialisés dans l'auberge espagnole,
On a vu avec le PS ce que ça a donné. On verra, je l'espère prochainement, avec d'autres partis ce que ça donnera. Parce que dans la vie, il faut être clair. Et le meilleur moyen dans cette façon d'être clair, c'est d'avoir un scrutin national, car l'enjeu, c'est la France qui est en jeu. Hein, ce n'est pas les petites magouilles de tel ou tel parti qui a le peur, qui ne sait pas trop s'il est d'un côté, s'il est de l'autre. Hein, l'enjeu, c'est de savoir si on est pour une Europe des nations ou si on est pour une Europe supranationale fédérale. Bon, et ceux qui ont un peu le derrière entre deux chaises, et quand je dis le derrière, c'est pour être poli, eh bien, eux, ils voudraient bien qu'on esquive le débat, hein, qu'on puisse parler dans des petites circonscriptions d'autoroutes, de petits bouts de chemin de fer, mais surtout pas d'Europe, car quand on n'est pas clair sur l'Europe, eh bien, on essaye d'esquiver le débat. Moi, je crois qu'il faut un débat, qu'il faut qu'il y ait une circonscription nationale à ce niveau-là, et quant à nous dire que des grandes circonscriptions régionales seraient beaucoup mieux, il ne faut pas se moquer du monde. Regardons les grands partis, ce qu'ils ont fait aux dernières élections européennes. Vous avez M. Tartampion qui était de Biarritz, on l'a mis dans le nord de la France, Durand qui était originaire du Midi, on l'a mis à Paris, et puis bon, comme il en restait un à caser, on a vidé parfois, et c'est arrivé, et on a vidé parfois des gens qui étaient bien enracinés dans un endroit pour mettre un parachuté. Alors, qu'on ne vienne pas se moquer du monde, conclure, les grands partis en matière de parachutage et, disons, de non-enracinement n'ont vraiment pas de leçon à donner. La parole est à Monsieur Victorin Lurel. La ministre, mes chers collègues, nous ne sommes pas du tout contre, dans les Outre-mer en tout cas, contre l'adoption de mode de scrutin proportionnel dans une circonscription unique. Cet engouement pour le scrutin proportionnel est également une culture de la gauche. Et pourtant, il me semble que les deux choses sont compatibles. Lorsque j'entends Madame la ministre s'exprimer et dire si on maintient les deux circonscriptions, une circonscription hexagonale et une circonscription outre-mer, il y aurait un risque d'inconstitutionnalité. Je n'en crois rien, parce que sur une base démographique, c'est parfaitement possible. Deuxièmement, on l'a vu, ce serait un mode de scrutin proportionnel, ici en hexagone et dans les Outre-mer. La seule chose qui changerait, ce serait la circonscription géographique. Bon, je ne vois pas en quoi les objectifs décidés par les partis nationaux, y compris le mien, mais on a bien discuté et c'est vrai que les deux choses sont compatibles. Qu'est-ce qui est compatible? Les partis ont décidé de faire un score aux élections européennes. Et que la meilleure façon de faire ce score, ce résultat, c'est qu'il soit national. Oui, le parti En Marche a ce problème. Un parti aujourd'hui virtuel et numérique qui veut faire un score. C'est dans une circonscription nationale qu'il le fera. Les autres partis aussi affaiblis, dont le mien, c'est dans une circonscription nationale qu'on la fera. Mais en quoi élire 74 députés, distraire 3 députés pour préserver ce que reconnaît la Constitution, des adaptations, tenir compte des contraintes particulières. Et moi-même, celui qui vous parle, j'avais demandé à l'époque un mode de scrutin mixte, ça a été examiné par le Conseil d'État. Qu'est-ce qu'on nous avait dit à l'époque? Eh bien, c'est parfaitement possible, simplement, il ne faut pas trop s'éloigner du standard national. Là, on ne s'éloigne pas du standard national. Qu'est-ce qui changerait? Uniquement la géographie. Rien ne s'y oppose. Et le risque d'inconstitutionnalité n'est pas fondé. Ce risque-là, sincèrement, il est exagéré pour justifier simplement des objectifs électoralistes décidés, si j'ose dire, par le parti majoritaire au pouvoir. Donc nous persistons à croire que c'est parfaitement possible que vous ayez ces objectifs-là au niveau hexagonal, c'est parfaitement possible, mais que vous laissiez cette circonscription au niveau des Outre-mer. Ça ne gêne en rien les deux choses. Voilà, donc j'aurai à revenir sur ces aspects-là. La parole est à Monsieur François Grosdidier. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, c'est vrai que l'actuel mode de scrutin n'est pas très satisfaisant, qu'il est imparfait, que nos députés européens ne sont pas assez identifiés, pas assez accessibles, et cela contribue à creuser encore davantage la distance entre les citoyens et l'Union européenne.
Et si tous s'accordent à considérer que ce scrutin est imparfait, comme curieux de voir, le gouvernement et quelques ultra-minoritaires ont tiré la conclusion exactement inverse, c'est-à-dire de nous proposer un mode de scrutin qui ne fera que creuser la distance, parce qu'il consiste précisément à éloigner davantage d'un scrutin national et les citoyens de base. Et l'élection de candidats non enracinés, de candidats recasés, sera encore largement facilitée sur la liste nationale. Alors on entend un peu cette petite musique, même au plan national. Il paraît que le Parlement, que nos députés même, quand ils ne sont pas dans nos circonscriptions, nous expliquent qu'ils sont là non pas pour être présents sur le territoire, mais ils sont simplement les élus de la nation. Et puis au Sénat, on nous explique que finalement, on est un Parlement, l'incarnation d'une nation, un peu une abstraction nationale, et qu'on n'est plus là pour représenter des territoires. C'est très dangereux, parce que le peuple français, il est uni dans sa diversité. Le peuple français veut que toutes ses préoccupations soient portées tant au niveau national qu'au niveau européen. Et dans les compétences mêmes que gère l'Union européenne, eh bien, il y a des problématiques qui relèvent plus des régions centrales, des régions frontalières comme la mienne. Et c'est encore plus vrai dans l'outre-mer. Et si toutes les réalités des territoires et du peuple français ne sont pas portées par les voix françaises, à ce moment-là, le rejet de l'Union européenne sera beaucoup plus fort. Et ça n'empêche nullement d'avoir un débat sur ce que doit être l'Europe. Ce n'est pas parce qu'on est député par circonscription législative ou sénateur par circonscription nationale qu'on fait abstraction des débats nationaux dans les élections parlementaires. C'est même tout le contraire, et les dernières législatives l'ont démontré. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut revoir le scrutin, mais en le territorialisant davantage et certainement pas en le nationalisant, si on veut que les voix du peuple, la voix du peuple français soient portées dans l'Union européenne. La parole est à Monsieur Maurice Antiste. Je vous prie de m'excuser, chers collègues. J'ai inversé les... Merci. Madame la Présidente, merci. Le projet de loi présenté aujourd'hui constituerait un bouleversement à la fois du découpage des circonscriptions électorales et leurs modalités pratiques concernant les prochaines élections européennes prévues en 2019. Outre son article 1 qui conduit au remplacement des 8 circonscriptions régionales actuelles, dont la circonscription Outre-mer, par une circonscription nationale unique, l'article 7 prévoyait initialement que les circonscriptions nationales pourraient être remplacées par une circonscription européenne avec des listes transnationales en fonction des dispositions prises par l'Union européenne. La circonscription Outre-mer permet à nos territoires d'être représentés en bénéficiant de 3 sièges et sa suppression constituerait donc bien une mauvaise nouvelle puisque les candidats ultramarins auront toutes les difficultés du monde à obtenir une place en position éligible sur une liste nationale ou transnationale. De même, il est à prévoir que les petits partis politiques seront écartés et devront renoncer à présenter des listes à cette élection, car les listes nationales ou transnationales favoriseront avant tout les grands partis qui disposent déjà de moyens conséquents. C'est pourquoi, avec mes autres collègues ultramarins socialistes, nous avons déposé des amendements permettant la coexistence de 2 circonscriptions, l'une hexagonale et l'autre ultramarine. Les ultramarins, dans leur ensemble, sont hostiles à cette volonté de circonscription unique, ayant déjà le sentiment d'être les exclus de la République. Il y a dès lors un risque véritable de déconnexion entre les territoires ultramarins et l'Hexagone. Il y a également un risque de développement d'un sentiment de non-appartenance puisque les populations concernées se verront comme les grands oubliés de la politique européenne. Les implications et les conséquences seraient catastrophiques pour la France et l'Europe puisque nos territoires sont étendus sur près de 8 millions de kilomètres carrés dans 3 océans et qu'ils cumulent à eux tous les atouts géopolitiques, géostratégiques, en plus de richesses naturelles et de l'existence d'une biodiversité exceptionnelle et sans égale. Donc, très loin d'être convaincu par l'argumentaire, ou disons même l'argumentation de Madame la Ministre, chers collègues, je vous demande de penser bien à tout cela lorsque nous étudierons les amendements proposés. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Esther Benbassa.
Madame la Présidente, mes chers collègues, le présent article vise à revenir sur la circonscription unique qui était celle des scrutins européens de 1979 à 1999. Quand en 2004, l'UMP et le PS ont mis en place 8 circonscriptions, leur objectif était d'avoir des députés européens plus proches de leurs concitoyens et afin de lutter contre le désintérêt progressif et la méfiance exprimée par les Français envers l'Union européenne, tant par l'abstention que par la montée électorale des mouvements populistes et europhobes. Avec une abstention avoisinant les 54% en 2014, un Front national en tête, on peut légitimement estimer que cette stratégie a plutôt échoué. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet échec. Des circonscriptions sans aucune cohérence géographique, culturelle et historique, mais aussi une Union européenne toujours plus lointaine et technocratique. Ainsi, voter le retour à une circonscription unique nous semble pertinent. Nous pourrions ainsi rendre plus claire et compréhensible la campagne électorale tout en donnant une véritable dimension politique au débat. Notre Union européenne, qui se meurt de son bureaucratisme et de son opacité, ne devrait qu'en tirer des bénéfices. Par ailleurs, ce scrutin permettrait le respect d'une proportionnelle intégrale, seul système à même de rendre possible la plus juste représentation de toutes les sensibilités politiques et que personnellement, et ainsi que mon parti ELV et le groupe CRCE auquel je suis rattachée, nous appelons de nos vœux depuis fort longtemps. Nous souhaitons d'ailleurs qu'à l'avenir, ce mode de scrutin puisse être élargi à toutes les échéances électorales, y compris nationales. Nous voterons donc contre ces amendements de suppression de l'article 1 qui, s'il devait être adopté, enlèverait au projet de loi qui nous réunit aujourd'hui tout intérêt démocratique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur André Gattolin. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais une fois de plus plaider pour la circonscription unique et par la même occasion répondre à mon collègue Grosdidier, dont je trouve que les arguments finissent à un moment paraître contradictoires. Parce que, bien sûr, on dit rapprocher les citoyens de leurs eurodéputés, les eurodéputés de leurs citoyens. On l'a fait avec 8 eurocirconscriptions pendant 3 mandats successifs. Le résultat, c'est une augmentation de 7% de l'abstention. Faire croire que même une région telle qu'elle est découpée ici va créer une proximité, nous le savons, nous, sénateurs, que c'est déjà très difficile de couvrir l'ensemble d'un département. Alors une région, laissez-moi rire. Puis surtout, il y a une inégalité flagrante qu'on institue dans les régions en fonction de du volume de leur population et du nombre de personnes à élire. Dans le système des eurocirconscriptions qui avait cours jusqu'à présent, par exemple dans la région centre, il fallait pas moins de 16 à 17% pour pouvoir espérer avoir un siège quand il faut uniquement 5% dans la région Île-de-France. Est-ce que vous appelez ça l'égalité des citoyens devant l'élection? Moi, je ne suis pas d'accord à ce niveau-là. Et puis, revenons-en aux fondamentaux de ce qui a constitué la création de l'Union européenne et surtout la décision à travers l'acte européen du 20 septembre 1976 de procéder à l'élection au suffrage universel direct et proportionnel, parce que c'est bien dans le texte, des représentants nationaux dans le Parlement européen, c'est l'expression de la meilleure représentativité possible des populations, avec une barre qui a été fixée, notamment précisée dans la loi de 2002, de 3 à 5%, laissé libre cours. On a toléré, je dois le dire, parce que les Britanniques étaient totalement hostiles au système proportionnel, on a toléré un découpage parfois aberrant. Parce qu'il faut bien se dire, quelle est la réalité du corps électoral? Nous avons 74, 75, peut-être 79 eurodéputés à répartir sur tout le territoire. Ne rêvons pas, ce n'est pas en surdécoupant les régions que nous y arriverons. Ça relève de la responsabilité des partis politiques. Si vous trouvez que telle ou telle région n'est pas assez bien représentée dans les prochaines listes, battez-vous à l'intérieur de votre parti politique pour qu'il y ait un représentant et un authentique représentant de cette région. Et ne remettez pas en cause
un système de circonscription unique qui est maintenant adopté par la quasi-totalité des pays européens. Chers collègues. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre. Je voudrais intervenir sur un des aspects du débat. C'est sur l'ancrage territorial. Les autres aspects, on va y répondre au fur et à mesure des amendements. Hein, c'est pas, voilà. Le découpage en circonscription interrégionale, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est sur plusieurs régions passées qui n'existent plus que existaient les circonscriptions européennes, ou des circonscriptions régionales que certains voudraient caler sur les nouvelles régions, pour moi, ne garantit en rien l'ancrage territorial. Je le dis aussi simplement que ça, parce que d'abord, le code électoral ne fixe aucune condition de résidence. Ça, c'est le premier point. Et vous aviez des députés qui habitaient Paris et qui étaient élus dans des circonscriptions. Enfin, il y a suffisamment de responsables politiques actuels passés dans la salle pour, j'en vois qui commencent à sourire, pour ne pas nous laisser croire, et j'ai eu moi suffisamment l'expérience, que même dans un scrutin régional ou interrégional, les partis politiques, bien sûr, décidaient des candidatures. Mais bien sûr que si, il ne faut pas prendre les gens pour des... Bon, voilà, comme pour une liste nationale. Je ne parle pas du nomadisme. D'ailleurs, je vais vous dire, je n'en parle pas parce que tous les partis étaient concernés. C'est-à-dire des gens qui se faisaient, s'il vous plaît, des gens qui se faisaient élire, par exemple, en région centre, par exemple, suite qui étaient élus en Normandie ou dans l'est de la France. Il y avait un nomadisme certain de personnalités que tout le monde connaît, n'est-ce pas, pour le scrutin européen. Donc, je crois que le scrutin national aura le mérite pour les différentes familles politiques de construire des listes. Et évidemment, on peut comparer aux listes régionales, par exemple pour les élections régionales, ça viendrait à l'idée de personne dans une région de mettre des candidats qui sont tous d'un même département. On cherche à mettre des gens de tous les départements, mais s'il vous plaît, mais non, mais les élections départementales, c'est un autre scrutin. C'est un scrutin majoritaire, ce n'est pas un scrutin proportionnel. Dans une commune, quand vous faites une liste, vous essayez de mettre des gens de tous les quartiers, vous ne mettez pas les gens du même quartier. Et évidemment, les listes nationales vont être composées, bien sûr, de gens de différentes régions, et y compris de l'outre-mer, bien évidemment, car je fais confiance aux partis politiques pour respecter l'ensemble des territoires. Et je rappelle que les eurodéputés disposent d'une semaine par mois, notamment consacrée au travail dans leur circonscription électorale. Ce n'est pas parce que vous êtes sur une liste nationale que vous n'êtes pas ancré dans un territoire. Enfin, vraiment, ce n'est pas un argument qui me semble aller dans le sens de ce que vous voulez défendre. Nous allons à présent examiner l'amendement numéro 56 rectifié sur l'article 1er qui sera défendu par Monsieur François Bonhomme. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, la loi de 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a organisé le territoire national en 8 circonscriptions interrégionales afin, en tout cas l'espérait-on à l'époque, de rapprocher les élus européens de leurs électeurs et d'endiguer ainsi l'abstention aux élections européennes en favorisant la participation électorale. Le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen considère que la loi du 11 avril 2003 a échoué à atteindre ses objectifs et propose ainsi de revenir en arrière. Néanmoins, le scrutin régional est la norme dans la quasi-totalité des pays européens de plus de 20 millions d'habitants. Il est au demeurant tout à fait illusoire de considérer qu'un agrandissement de la circonscription permettra de susciter un surcroît d'intérêt de la part des Français pour ces élections européennes. Le retour à une circonscription unique ne peut
contribuer à accentuer le lien de représentation entre citoyens et élus au Parlement européen. Ce choix aura pour effet, au contraire, d'affaiblir la nécessaire territorialisation du scrutin et finalement d'éloigner un peu plus les électeurs de leurs représentants. Merci. Quel est l'avis de la Commission sur cet amendement? Madame la Présidente, l'avis de la Commission serait de faire appel à la sagacité de M. Bonhomme, puisque le deuxième amendement que nous allons examiner après celui-ci est un autre amendement de M. François Bonhomme qui propose un découpage, une répartition des élus dans les circonscriptions des régions d'aujourd'hui. Et cet amendement est partagé par beaucoup de collègues. Il est, me semble-t-il, la véritable alternative à la proposition du gouvernement et pour l'instant d'une majorité de la Commission, qui est la circonscription nationale unique. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, chers collègues, de vous concentrer sur l'amendement région d'aujourd'hui, plutôt que par un amendement de suppression de l'article 1er tel qu'il est aujourd'hui, d'entraîner le retour aux 8 circonscriptions qui ne cadrent plus avec les régions. Alors, il y en a une qui a de la chance, d'ailleurs, c'est celle du Nord-Ouest, parce qu'elle regroupe la nouvelle région Hauts-de-France et la nouvelle région Normandie. Mais toutes les autres sont maintenant croisées entre les régions actuelles. Donc, il me semble que votre cause serait mieux défendue en vous concentrant sur votre autre amendement. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement sur cet amendement? Naturellement, l'avis du gouvernement est défavorable et je rappelle tout de même que 23 États sur 27 ont choisi une circonscription nationale unique parce que c'est une évidence pour représenter la population d'un État qu'il y ait des listes nationales et que tous les territoires soient présents sur cette liste nationale. Monsieur Bonhomme, est-ce que vous retirez cet amendement? Écoutez, il me reste un brin de sagacité, donc je retire. Merci, Monsieur Bonhomme. Nous allons à présent examiner 7 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 11 rectifié terre, c'est Monsieur Brisson qui va le présenter. Merci Madame la Présidente. L'objectif de cet amendement, Monsieur le rapporteur vient d'en parler, est de faire correspondre les circonscriptions électorales des représentants français au Parlement européen avec les régions administratives métropolitaines auxquelles s'ajoute une circonscription ultramarine unique. Cette proposition a déjà été beaucoup critiquée. Pourtant, parmi les motifs qui ont conduit en 2015 à la création des grandes régions était souvent citée la nécessité d'accroître le poids en Europe des régions françaises. Dès lors, le scrutin européen doit être l'occasion d'achever le travail. Il faut ancrer les députés européens dans des régions gestionnaires des fonds européens et en charge d'une partie des problématiques de l'Union. Alors qu'avec le découpage de 2004, les députés européens représentaient des circonscriptions multirégionales vides de sens, cet amendement propose d'ancrer les députés européens dans des régions qui constituent un échelon administratif essentiel, celui des préfectures régionales, un échelon politique majeur, celui des conseils régionaux, et plus globalement un échelon de plus en plus structurant dans l'organisation de la vie économique, sociale, culturelle et sportive du pays. Nos députés seraient donc en phase avec des régions qui ont leurs caractéristiques et problématiques propres, régions de montagne, régions maritimes, régions à dominante agricole, régions en position de carrefour sur des axes de mobilité européenne, régions frontalières ou régions ultramarines. Ce lien est également le seul moyen de ne pas laisser en dehors de l'aventure européenne les territoires d'une France périphérique en dissolvant leur représentation dans des listes nationales. Choisir une telle option ne peut que contribuer à accentuer une fracture préoccupante avec la France des centres connectés à la dynamique européenne. Certes, beaucoup de pays ont des circonscriptions nationales, mais ce sont pour l'essentiel des pays beaucoup plus petits que la France. Les pays européens les plus grands et les plus peuplés, à l'exception de l'Espagne, ont fait le choix d'un mode de scrutin régionalisé. Nous ne pouvons, mes chers collègues, risquer d'éloigner davantage nos concitoyens en enlevant toute incarnation territoriale. Un scrutin véritablement régionalisé est véritablement le seul moyen de sceller cette proximité nécessaire entre les citoyens et ceux qu'ils représentent. L'Europe, comme la France, elle s'incarne dans des territoires.
Merci. Un amendement identique qui nous sera présenté par Monsieur Bonhomme, le 57 rectifié bis. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, l'amendement est identique. Il vise simplement à donner une réponse tout à fait différente à un diagnostic que sans doute est partagé. Effectivement, le mode de scrutin actuel avec le découpage interrégional n'est pas satisfaisant et produit des effets que nous avons tous ici plus ou moins dénoncés. Et donc, simplement, la conséquence est tout à fait différente de celle qui est tirée par le gouvernement avec une circonscription unique. Elle vise non pas à élargir un peu plus la circonscription, et elle vise surtout à donner un début, parce qu'il faut être modeste dans ce domaine, un début d'ancrage territorial. J'ai entendu Madame la Ministre qui parlait de nomadisme électoral. Mais précisément, plus vous abaissez le seuil, plus vous êtes dans l'ancrage territorial, moins vous avez ce phénomène de nomadisme électoral que Madame la Ministre a bien connu, il fut un temps. Et par ailleurs, je crois qu'aussi ça participe aussi effectivement à donner moins de pouvoir aux partis politiques. Évidemment. Parce qu'on est beaucoup plus sur la notion de candidat avec des ressources propres qui relèvent parfois, ça arrive, de la compétence ou de l'expérience, plutôt que de savoir combien de postes on va se répartir entre officines politiques, parce que c'est ça qui se passe. Alors, cette solution, cette proposition n'est pas la panacée, mais au moins, elle fixe un cadre régional et non pas interrégional, comme cela a été le cas, et puis elle a au moins l'avantage de s'accorder avec les nouveaux découpages régionaux, malgré les imperfections. Merci. Nous examinons à présent l'amendement 59 rectifié. C'est Madame Joëlle Garriaud-Maylam qui nous le présente. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement est en fait quasi identique aux deux précédents, mais il y a quand même une différence extrêmement importante. Il a été co-signé par mes collègues français de l'étranger, certains de mes collègues français de l'étranger, parce que par rapport aux amendements précédents, il introduit une région supplémentaire, une circonscription supplémentaire pour les Français de l'étranger. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans les discussions générales, les Français établis hors de France sont les tout premiers concernés par la construction européenne. Ils en vivent au quotidien les enjeux, ils en subissent les conséquences quand elles sont négatives, ils se battent pour cet idéal européen et il m'apparaît extrêmement légitime que cette revendication, qui est une revendication ancienne, soit enfin acceptée et qu'il puisse enfin être représenté directement au Parlement européen et ne pas être attaché à la circonscription Île-de-France avec laquelle ils n'ont souvent pas le moindre lien et ce qui est donc un rattachement totalement arbitraire. Merci. Merci. L'amendement 23 rectifié terre, Madame Ferrat qui va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite vous présenter cet amendement au nom de notre collègue Poadja qui est empêché ce soir. En effet, si le projet de loi est adopté en l'état, les Outre-mer pourraient être relégués lors des élections européennes sur des places non éligibles au détriment des populations ultramarines. Il est pourtant primordial que les Outre-mer puissent continuer à défendre à Strasbourg ou à Bruxelles les enjeux qui leur sont propres, en tenant compte de leurs spécificités reconnues par la Constitution. Créer une circonscription ultramarine serait un moindre mal, mais néanmoins insuffisant. Les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer ont des spécificités reconnues et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui mérite d'être défendu au Parlement européen. Pour s'assurer que les trois océans, Atlantique, Indien et Pacifique, seront bien représentés, cet amendement prévoit la création de 3 circonscriptions ultramarines selon le périmètre des 3 sections prévues à l'article 3.1 de la loi du 7 juillet 1977. Merci. Nous allons examiner l'amendement numéro 22 rectifié quater. C'est toujours Madame Ferrat qui va nous le... Non, c'est Monsieur Bonnecarrère qui nous le présente. Ce sera la même idée dans un partage des moyens, en excusant à nouveau notre collègue Monsieur Poadja, qui a dû repartir en Nouvelle-Calédonie à la suite d'un décès et d'un drame et qui aurait tout particulièrement tenu à soutenir cet amendement aux côtés de nos collègues de Polynésie et de La Réunion. L'amendement présenté par Mme Ferrat visait à créer 3 circonscriptions ultramarines, celui-ci un seul.
Mais c'est bien sûr la même idée par rapport à ce qui a été présenté par de multiples intervenants et que l'on a pu évoquer dans la discussion générale, Madame la Ministre, c'est la présence d'une sensibilité ultramarine, au regard à la fois de leurs enjeux, au regard de cette dimension maritime de notre pays, qui est une dimension qui s'exprime largement à travers l'outre-mer, avec cette idée que notre pays a la deuxième zone économique exclusive et que par ailleurs, au sein de l'Union européenne, dans le cadre de cette espèce de bloc continental, si effectivement le Portugal, le Danemark, voire les Pays-Bas ont également une forme d'outre-mer, ceux-ci n'ont pas la dimension et l'importance que peuvent avoir les territoires ultramarins français. Et c'est donc au titre de cette sensibilité que nos collègues essaient de porter le message d'une circonscription ultramarine, et nous serons, l'ensemble du groupe centriste, Madame la Ministre, sera extrêmement sensible à la manière, même si nous comprenons bien qu'au-delà, il y a aussi des questions de comportement des partis politiques, mais la manière dont les élus ultramarins seront intégrés au débat européen est un élément très important. Enfin, pour être complet, mes collègues sont conscients, c'est l'exercice du cœur et la raison que j'exprimais dans les discussions générales, que le message que nous portons en faveur d'outre-mer peut trouver effectivement ses limites constitutionnelles au regard de l'égalité devant le vote par rapport aux autres concitoyens français. Et s'il devait y avoir dans quelques minutes un scrutin public, beaucoup de nos collègues soutiendraient l'amendement, mais il n'y aurait pas une unanimité du groupe au regard de la perspective constitutionnelle. Merci de votre attention. Merci. Nous allons examiner l'amendement numéro 34 qui est identique au 22 rectifié quater. C'est Monsieur Lurel qui va nous le présenter. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est un amendement identique à ceux qui ont déjà été présentés, et notamment le dernier de notre collègue Boadja, mais c'est également le même que va présenter tout à l'heure notre collègue Guillaume Arnel. On se retrouve quelque part, quelles que soient nos places ici, pour reconnaître la nécessité de maintenir une circonscription outre-mer. Je persiste à dire, en réponse à Madame la Ministre, que la France est peut-être le seul pays européen qui est archipélique et qui a cette dimension, j'allais presque dire, continentale, en tout cas sur 3 bassins océaniques. La seule Polynésie française, elle est plus grande que l'Europe. Alors, moi je veux bien que Madame la Ministre soutienne à l'Assemblée nationale, mais ici aussi, que si nous devions maintenir cette circonscription, il y aurait peut-être un risque de rupture de l'égalité devant le suffrage. Je n'en crois rien, parce qu'il y a une jurisprudence qui est là, celle de 2003. On peut vous donner les décisions du Conseil constitutionnel, même la jurisprudence Nicolo, qui était de mon département, la Guadeloupe. Et puis, sur des modes de scrutin différenciés, c'est possible. Je rappelle qu'ici même, nous sommes élus sur un double mode de scrutin, mutatis mutandis, ce qui était possible ici, même s'il s'agit de départements différents. Cela est parfaitement possible que nous ayons une circonscription hexagonale, une circonscription outre-mer. Par ailleurs, ce n'est pas incompatible, je le répète, que l'Europe représentant les citoyens. Comment les citoyens des Outre-mer ne peuvent-ils pas représenter l'Europe? C'est pas incompatible. C'est pas parce qu'ils sont dans une circonscription géographique que le Conseil constitutionnel censurerait. Enfin, je finis. Nous avons 2 types de territoires dans les Outre-mer. Vous avez les PTOM, les pays et territoires d'Outre-mer. Et ce sont souvent des collectivités d'Outre-mer qui ont des intérêts propres au sein de la République. C'est une catégorie constitutionnelle. Et ça peut, et ça inclut, des modes de scrutin différenciés. Par ailleurs, les RUP, qui sont souvent des collectivités de plein droit, du droit commun pour être clair, de l'article 73, ont aussi des spécificités, ont aussi des contraintes et des situations particulières auxquelles il faut absolument tenir compte et prendre en compte. Donc je ne vois pas en quoi, au nom de la possible rupture d'égalité devant le suffrage, tout ça ne serait pas examiné et ne pourrait pas faire coexister
deux circonscriptions, une nationale, une hexagonale, une outre-mer. Voilà, donc l'amendement qui est déposé, c'est un peu ça. Je conclue, Madame la Présidente, c'est précisément le maintien avec le même mode de scrutin dans deux circonscriptions différentes. Nous allons à présent examiner l'amendement 77 rectifié bis qui nous est présenté par Monsieur Arnel. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'amendement est identique, mais j'aimerais bien apporter mon argumentaire au débat. Au sein de l'Union européenne, comme au sein de la République, les territoires d'outre-mer sont soumis à des dispositions particulières, principalement justifiées par leur éloignement géographique, mais pas uniquement. Cet éloignement entraîne des contraintes importantes, notamment lorsqu'il s'agit d'appliquer les règles de droit parmi les plus progressistes du monde dans un environnement économique plus contrasté que l'Union européenne. Il est donc nécessaire d'exercer une surveillance particulière lors de l'examen de textes européens susceptibles d'impacter plus durement ces territoires. Je pense notamment à la mise en œuvre de la politique agricole commune, à la politique environnementale ou encore à la conclusion d'accords de libre-échange par l'Union européenne. Pour justifier l'absorption de la circonscription d'outre-mer par la circonscription unique, il a été argué que la circonscription d'outre-mer n'avait pas de cohérence, dès lors qu'elle ne réunissait des territoires éparpillés dans l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes, l'océan Indien et le Pacifique. Il est vrai que des différences existent d'un territoire à l'autre, mais nous faisons face à des défis similaires qui expliquent que jusqu'à présent, les contours de cette circonscription n'ont pas été contestés par les populations concernées. Contrairement aux autres territoires de la République, ceux de l'outre-mer sont soumis à un statut constitutionnel particulier, ce qui devrait permettre de minimiser le risque d'inconstitutionnalité de notre proposition. Il ne s'agit pas ici d'une revendication identitaire, mais de réalisme. Comment s'assurer que l'Union européenne sauvegarde les intérêts des territoires situés à ses confins, même les plus éloignés, sans qu'ils soient convenablement représentés? Je regretterais que nous ne prenions pas la mesure du risque que cette réforme représente pour ces territoires, dont la valeur stratégique pour la France comme pour l'Union européenne n'est pas encore assez reconnue. Merci, Monsieur Arnel. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur ces 7 amendements? Pour résumer le débat, Madame la Présidente, l'avis de la Commission, il est défavorable sur les 7. Mais ça demande évidemment une argumentation plus solide. Nous avons 2 amendements dont l'objet principal est de substituer au projet de loi qui prévoit une circonscription unique un ensemble de 13 circonscriptions, donc une pour chaque région de métropole à l'exception de la Corse, qui serait regroupée avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et une pour l'ensemble des départements et collectivités d'outre-mer. Bon, donc ça, c'est une position qui est, je dirais, transversale, qui est contradictoire avec le projet du gouvernement, et la Commission s'est prononcée nettement en faveur de la circonscription nationale, donc du non-découpage en circonscription régionale. Et il faut ajouter, pour argumenter sur ce point, que, d'une part, on ne peut pas arriver à une représentation de la France forcément meilleure par des représentations régionales. Et je rappelle d'ailleurs, si on raisonne sur l'histoire, que la famille politique qui est aujourd'hui représentée par les Républicains s'est longuement exprimée pendant toute la première période des élections européennes pour dire que la représentation de la France collectivement dans le Parlement européen était une nécessité et qu'il fallait donc une circonscription unique. Donc il peut arriver à chaque famille politique, avec le respect qu'on se doit dans le débat démocratique, de faire évoluer sa position. Mais du point de vue de la représentation géographique, il y aurait de toute façon, comme l'a dit par exemple André Gattolin tout à l'heure, de grosses différences
puisque certaines régions arriveraient à avoir peut-être 1 ou 2 parlementaires, ce qui ferait quand même une représentativité fort réduite, alors que d'autres en auraient beaucoup plus, et le jeu de la proportionnelle serait extrêmement différent entre des grandes et des petites régions. Donc ça, c'est le premier groupe d'amendements qui contredisent en fait l'objet du projet de loi en disant non, on veut des élus par région et pas nationalement. Et puis ensuite, une seconde série d'amendements qui ne contredisent pas l'idée de la circonscription unique nationale, mais qui disent, en se séparant de cette circonscription unique nationale, nous voulons une circonscription spécifique pour l'outre-mer. La Commission s'y est également opposée à partir de 3 motivations. J'insiste surtout sur la première, qui touche vraiment au sens politique de ces élections européennes. Si nous pensons qu'il y a une représentation de la France au sein du Parlement européen, eh bien, tous les parlementaires européens français représentent tous les territoires. Et donc, chaque parlementaire européen français représente et défendra, et a défendu d'ailleurs dans le passé, ça s'est vu, l'ensemble des régions françaises, et notamment les régions ultrapériphériques et l'ensemble de l'outre-mer français. Deuxième argument, il y aurait une différenciation forte, et peut-être trop forte sous l'angle de l'égalité du suffrage, entre des régions auxquelles on reconnaîtrait une représentation spécifique, représentant 3 parlementaires européens, et l'ensemble des autres régions qui peuvent également invoquer des spécificités. M. Grosdidier a cité par exemple tout à l'heure les régions frontalières, mais il y a aussi les régions effectivement qui ont des spécificités géographiques qui, elles, seraient fondues dans la circonscription nationale. Enfin, troisièmement, je veux appeler l'attention des collègues ultramarins qui défendent ces amendements sur le fait que le mode de scrutin de la circonscription outre-mer pratiquée en 2004, 2009 et 2014 n'a jamais été vérifié par le Conseil constitutionnel, et que ça a été une chance. Parce que du fait du mode tout de même assez indirect, que j'appellerais par ricochet, de choix des élus à l'intérieur des listes, et du fait de la très forte disparité démographique entre la circonscription Pacifique, qui fait moins de 500 000 habitants, et la circonscription, comment s'appelle-t-elle, de l'océan Indien, qui en fait pratiquement 1 million, il y a une disproportion qui, à l'intérieur d'un ensemble électoral, serait probablement contestée par le Conseil constitutionnel. Donc il me semble qu'il vaut mieux s'en tenir au choix qui est celui de l'ensemble du projet et qui a obtenu une majorité nette à la Commission, qui est de dire tous les parlementaires européens représentant toute la France, y compris dans ses spécificités les plus éloignées. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement, madame la ministre ? Eh bien, le gouvernement partage l'avis du rapporteur en ce qui concerne, bien sûr, le projet de circonscription correspondant aux nouvelles régions. C'est-à-dire de passer au fond de 8 actuelles circonscriptions à 13, puisqu'il y a 13 nouvelles régions. D'abord, il faut savoir que nous l'avons étudié de près. Et puisque c'était bien sûr quelque chose qui pouvait devenir une possibilité. Eh bien, le découpage en circonscriptions régionales, comme vient de l'expliquer le rapporteur, présente un inconvénient certain, celui de limiter mécaniquement les effets du scrutin proportionnel, bien évidemment. En effet, un tel découpage augmenterait le nombre de circonscriptions n'élisant que 3 ou 4 députés, comme Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Bretagne, Normandie et Pays de Loire, là où actuellement la plus petite circonscription, c'est-à-dire Massif central, hors Outre-mer, je précise, compte 5 parlementaires. Donc il y a un problème de répartition des parlementaires sur le territoire national et en plus, les effets de la proportionnelle sont atténués par ailleurs sur la diversité de la représentation politique. C'est mathématique. Alors, bien sûr, j'en profite pour dire à François Bonhomme que les partis politiques et leurs groupements concourent à l'expression du suffrage. C'est l'article 4 de la Constitution. Non, mais bien sûr, je tiens à le préciser pour des raisons d'ordre démocratique, car, voilà, chacun a la liberté d'appartenir ou de ne pas appartenir à un parti politique et de se faire élire
ou de ne pas se faire élire avec une étiquette politique, mais les partis politiques existent. Ce n'est pas évidemment les sénateurs qui me démentiront et concourent à la vie démocratique du pays. En ce qui concerne l'outre-mer, comme vous le savez, le gouvernement a regardé aussi le maintien d'une circonscription ultramarine, mais nous avons effectivement vu que cela emportait plusieurs risques juridiques qui pourraient être sanctionnés par le Conseil constitutionnel. En effet, je le répète, et je vais être un peu longue, mais je vais l'exprimer clairement, créer une circonscription ultramarine reviendrait à faire élire des représentants européens selon deux légitimités différentes, l'une nationale, l'autre régionale. Un décalage apparaîtrait ainsi entre la part prépondérante de députés européens élus dans la circonscription métropolitaine et les quelques représentants élus dans la circonscription ultramarine. Le fait de garantir la spécificité d'une représentation territoriale aux électeurs ultramarins, spécificité dont le reste des électeurs ne bénéficierait pas, présente dès lors des risques en termes d'égalité des citoyens devant le suffrage. En outre, le découpage de la circonscription ultramarine en 3 circonscriptions correspondant aux 3 océans, Pacifique, Atlantique et Indien, présente des risques, je dirais, majeurs d'inconstitutionnalité au regard des écarts substantiels de représentation qu'elle emporte. Ainsi, dans la section Pacifique, un député européen représenterait 570 000 habitants contre plus d'1 million dans les sections Indien et Atlantique. Au-delà des écarts au sein même de la circonscription ultramarine et qui soulèvent des difficultés juridiques, ces difficultés seraient accrues par un écart de représentativité encore plus important entre les électeurs de la circonscription ultramarine et bien sûr le reste des électeurs de la circonscription hexagonale. Ainsi, si le Conseil constitutionnel peut accepter de déroger au principe d'élection sur des bases essentiellement démographiques, il y a fort à craindre que tel ne serait pas le cas ici au vu des écarts ainsi créés et d'autre part de l'objectif du projet de loi de créer une circonscription unique qui, dans une telle hypothèse, deviendrait hexagonale. Les écarts de représentativité entre les électeurs seraient accrus et susceptibles de faire l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel, toujours au regard du principe d'égalité. En outre, ces circonscriptions ne laisseraient aucune place à l'opposition, puisqu'en vertu du principe constitutionnel de répartition des sièges, sur des bases essentiellement géographiques, ces circonscriptions ne compteraient qu'un seul siège. Les risques d'une censure sont dès lors accrus. Sur le plan des principes, la création d'une circonscription ultramarine ne manquerait pas d'être légitimement contestée par d'autres régions, comme vient de le dire le rapporteur, qui a cité les régions frontalières. Je pourrais citer, pour des raisons qui ne vous échapperont pas, la Corse, n'est-ce pas? Et la création d'une circonscription ultramarine nuirait bien sûr à l'intelligibilité du scrutin pour les électeurs. Elle engendrerait pour les populations d'outre-mer le sentiment de bénéficier d'un traitement politique différencié en distinguant parmi les représentants français au Parlement européen les ultramarins et les métropolitains. Or, les électeurs, comme certains députés européens élus dans le cadre de l'actuelle circonscription d'outre-mer, ne souhaitent pas nécessairement une telle différenciation. En outre, une étude comparée montre que d'autres États membres disposant de régions ultra-périphériques, alors peut-être pas aussi étendues, je vous l'accorde, mais le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal disposent d'une circonscription unique qui intègre, bien sûr, leur territoire ultramarin. Dès lors, je dirais, moi je le dis très sincèrement, le gouvernement fait confiance aux différents partis politiques, aux différentes listes. Si on veut enlever les partis politiques, on peut faire des listes hors parti, je veux bien, comme les autres États membres de candidats issus de ces territoires. C'est du reste le cas en France jusqu'en 2003, et alors qu'il existait même des listes de candidats uniquement composées d'ultramarins. C'est également le cas dans de nombreux autres scrutins de liste, comme lors des élections municipales
par exemple. Donc, je crois vraiment que... Enfin, il faut rappeler que c'est la France qui est représentée au Parlement européen. Et tous les territoires ultramarins font partie de la communauté nationale. Et donc, c'est bien normal qu'il y ait, je dirais, une circonscription unique. Et encore une fois, aux responsables politiques, à ceux qui font des listes, qui constituent des listes, de faire en sorte de représenter aussi bien les territoires hexagonaux que les territoires ultramarins. Je ne vois pas comment des responsables politiques ne mettraient pas de candidats ultramarins dans leur liste. Ça serait une erreur fondamentale. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix ces amendements pour explication de vote. Attendez, je vais prendre Monsieur Grisson. Donc, Monsieur Grémier. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Moi, je soutiens complètement l'amendement de notre collègue Brisson pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de redonner un souffle à l'Europe. Et le seul souffle qu'on puisse redonner à l'Europe, c'est effectivement d'avoir des femmes et des hommes élus sur des territoires qui rendent compte à un territoire. La seule raison aussi, raison supplémentaire, et je n'ai pas entendu le gouvernement revenir sur le découpage des régions. Aujourd'hui, un autre élément majeur qui est rentré opérationnel, c'est la responsabilité qu'ont les régions aujourd'hui sur la gestion notamment des crédits européens, des fonds européens. Donc il y a tout un sens aujourd'hui d'accrochage, de responsabilité, de rendre compte de l'action que l'on peut conduire au niveau du Parlement européen. Si on veut redonner, parce que l'Europe c'est une belle chance, c'est quelque chose qu'il faut continuer de parachever en termes de construction. Il faut aller plus loin dans cette construction européenne. Et on n'ira pas plus loin si, effectivement, ces femmes et ces hommes ne sont pas accrochés à nos territoires, s'ils ne font pas partager aux électrices de ces territoires, aux électeurs de ces territoires, le projet européen. Il faut effectivement cette proximité, il faut ce lien territorial. Et c'est pour ça que je soutiens vraiment cet amendement qui est vraiment le bon sens de l'action de l'Europe en qui on croit. Merci. Monsieur Lecomte, pour explication de vote. La présidente, je souhaitais réagir un peu à l'ensemble des défenses d'amendements. D'abord, pour rappeler, Madame la Ministre, il ne s'agit pas d'une représentation de la France au Parlement européen. Il s'agit d'une représentation des citoyens européens qui vivent sur le territoire de la République. C'est absolument différent. Moi-même, j'ai voté 3 fois. 3 fois, j'ai voté pour des listes polonaises. Parce que, habitant en Pologne, j'ai voté pour les listes du pays dans lequel j'habitais. Et c'est le cas pour la moitié des Français établis hors de France qui peuvent effectivement voter dans leur pays de résidence dès lors qu'ils vivent dans l'Union européenne. Alors, je voulais, d'une part, effectivement, rappeler ce fait. Deuxièmement, souligner que la conséquence de ça, c'est que les territoires des Outre-mer ont des spécificités en termes de liberté de circulation. Lorsque vous êtes en Guyane et que vous êtes étranger ou demandeur d'asile, vous n'avez pas la liberté de circulation sur l'ensemble du territoire français et européen. Ils sont dans d'autres réalités géopolitiques et il me semble que ces réalités doivent devoir être prises en compte au niveau du Parlement européen. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je me permets de rappeler une résolution européenne du Sénat du 16 avril 2016 qui dit les choses suivantes. À la fin de cette résolution, il est dit « Le Sénat juge indispensable que les élus d'assemblées ou de parlements de régions ultrapériphériques et des pays et territoires d'outre-mer dotés de pouvoirs législatifs continuent à être représentés au sein du Parlement européen. » Il y a ensuite une demande, parce qu'à ce moment-là, le Parlement européen envisageait des règles d'incompatibilité, de rendre compatible ce type de choses avec un mandat local dans une représentation outre-mer. D'autre part, appuie la mise en œuvre d'un système d'échange automatique d'informations entre les États membres, c'est ce que j'ai évoqué en discussion générale, en particulier pour les Français établis hors de France. Et troisièmement, souhaite, et ça c'est une réponse à Joël Garriaud-Maylam, souhaite la mise en place d'une circonscription commune pour les citoyens de l'Union résidant dans des pays tiers, afin d'assurer à ceux-ci, de manière systématique et égale, le droit à une représentation au Parlement européen. Il me semble qu'aujourd'hui, nous serions bien inspirés
d'essayer de faire converger nos votes avec ces dispositions de cette résolution, et en particulier sur celle qui concerne la circonscription outre-mer spécifique, qui, pour le coup, n'a absolument aucun risque d'inconstitutionnalité, puisqu'il ne s'agit pas de faire trois circonscriptions avec finalement des députés qui représenteraient un nombre d'électeurs très différents, mais une seule circonscription. C'est-à-dire qu'il me semble que la proposition en particulier, l'amendement en particulier de Victorin Lurel répond à ces objectifs. Je vous remercie. Merci. Je souhaite vous rappeler, chers collègues, que nous sommes sur le vote des amendements 11 et 57. Pour explication de vote, la parole est à Monsieur Lurel. C'est simplement pour ajouter dans la foulée de ce que vient de dire mon collègue, au rapporteur et à Madame la ministre. Il s'agit bien d'une circonscription outre-mer. Il ne s'agit pas de 3 circonscriptions outre-mer. Il est vrai qu'il y a des amendements qui demandent à avoir 3 circonscriptions outre-mer par bassin océanique. Ce n'est pas l'amendement qui est déposé et qui est en discussion. Par ailleurs, pour répondre au rapporteur qui dit que ça n'a pas été examiné par le Conseil constitutionnel et qu'il y aurait donc un risque de rupture d'égalité et même de rupture, disons, du critère démographique. Il s'agit d'une circonscription, c'est la répartition des sièges qui se fait par bassin océanique. Et je peux vous dire, en matière d'intelligibilité, de loyauté, de clarté et de sincérité du scrutin, on n'a pas fait mieux, on n'a pas fait plus compliqué. Donc ce que l'on propose aujourd'hui en termes nationaux, c'est pas plus lisible, très sincèrement. Les électeurs se sont fort bien accommodés et comprennent la répartition par bassin océanique. On le répète. Par ailleurs, Madame la ministre, la France est peut-être la seule république archipélique, je le répète, et qui ont ces territoires ont au moins deux, si ce n'est 3 articles spécifiques dans la Constitution. Vous avez le 73, vous avez le 74, vous avez un titre 13, c'est la Polynésie, qui demande à la République de tenir compte des intérêts propres. Si le Conseil constitutionnel ne veut pas tenir compte de cela, mais où va-t-on? Par ailleurs, dans le 73, il y a aussi la notion d'adaptation. Je veux bien que jusqu'ici, le Conseil constitutionnel ait interprété sur certains aspects, pas en matière électorale, de manière fort restrictive, la notion d'adaptation. C'est pourquoi, à la faveur de la révision constitutionnelle, nous demandons à élargir cette notion d'adaptation. Donc, on ne voit pas là, très sincèrement, le risque. Et puis, si risque il y a, qu'est-ce que ça nous coûte de prendre ce risque et de parfaire la loi après? Quelle urgence y a-t-il à tenter de faire fixer pour une fois la jurisprudence du Conseil constitutionnel? On n'en croit rien et on persiste à dire que c'est un bon compromis et le Sénat, conformément à sa tradition transpartisane, devrait pouvoir voter ces amendements. Merci, Monsieur Lurel. Monsieur Bonhomme, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, je voudrais juste prolonger le débat et par rapport à ce qui vient d'être dit par la ministre. J'ai entendu tout à l'heure notre collègue Gattolin dire finalement la question elle n'est pas ici, finalement elle se passe dans les partis politiques. Et il faut se battre à l'intérieur des partis politiques. C'est ce que vous avez dit. Et d'ailleurs ça a été repris par Mme Gourault qui a dit je fais confiance aux partis politiques. Mais moi je ne fais pas confiance aux partis politiques. Moi je fais confiance aux électeurs. Et c'est précisément que par l'absence d'ancrage territorial que vous donnez une forme de toute puissance aux partis politiques, et Dieu sait qu'ils sont faibles par ailleurs sur l'aspect programmatique et réflexion, mais Dieu sait qu'ils sont forts parce que vous leur donnez les moyens précisément d'interférer au suffrage universel. C'est parce que vous leur donnez la possibilité de ne même plus de s'exonérer du critère régional avec l'absence des régions que vous renforcez les pouvoirs politiques dans leur sélection de leurs candidats. Alors, au contraire, mettre un élément d'ancrage territorial, ça vient un petit peu interférer effectivement avec les volontés des partis politiques et donc mettre un peu moins d'apparatchik, c'est quand même un avantage. Et finalement, la proposition qui n'est pas la panacée, cette circonscription régionale, elle vient poser simplement la question du mode de scrutin. Parce que l'acte du 20 septembre 1976 est une véritable entorse au principe démocratique.
dire qu'on ne doit pas porter atteinte au caractère proportionnel, je ne vois pas pourquoi les États n'auraient pas le choix de leur mode de scrutin, y compris le mode de scrutin. Ah ben oui. Alors je comprends qu'en ultra-minoritaire, c'est une façon de se protéger et de protéger l'espèce en voie de disparition. Mais je rappelle une chose, c'est quand même le suffrage universel par un choix clair et lorsqu'il s'exprime par le scrutin direct et clair qui est quand même le plus lisible et le plus intelligible pour le coup. Madame, la parole est à Madame Dindar pour explication de vote. Madame la Présidente, sur la deuxième série d'amendements pour une représentation équilibrée des citoyens européens que sont les Français qui habitent dans les territoires ultra-périphériques. Nous sommes des citoyens européens et l'Union européenne le reconnaît puisque l'article 349 nous fait bien exister en tant que région ultra-périphérique au sein de l'Union européenne. Je défends donc avec l'ensemble de mes collègues les amendements qui voudraient que nous soyons représentés au sein donc d'une représentation d'un seul corps, sans vouloir appeler à avoir trois représentations, mais pour que tous les citoyens, les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les TOM puissent aussi être représentés. En somme, si j'écoute Madame la Ministre, et je vous ai bien entendu, je ne crois pas du tout que le principe d'égalité soit touché. Sinon, ça voudrait dire que les électeurs qui élisent les sénateurs ou les députés en comparaison du nombre d'électeurs, il faudrait alors revoir le nombre de sénateurs représentés à Mayotte ou alors dans d'autres territoires si le principe du nombre d'électeurs venait à interférer sur le principe d'égalité. Donc il n'y a pas de remise en cause par rapport à ce premier principe. Légitimement, moi je suis pour qu'une circonscription ultramarine ne remet pas en cause la représentation nationale. Pourquoi? Puisque je crois qu'il faut aussi revenir sur ce que la ministre a dit et qui participe à une vision. Oui, l'Europe doit représenter et unir tous les Français, vous l'avez rappelé. Mais l'Europe doit aussi permettre de faire rayonner la France dans le monde entier à travers tous les océans. Et je crois que nous sommes, nous, des atouts supplémentaires pour faire exister l'Union européenne dans toutes ces zones géographiques, Pacifique, océan Indien, à proximité des grands continents, à proximité des lieux d'échange internationaux, puisque c'est déjà le chemin, l'autoroute que prend la mondialisation et les grands développements. Et je voudrais aussi rappeler un exemple. Nous avons beaucoup débattu sur les événements qui se passent aujourd'hui à Mayotte et qui continuent aujourd'hui de faire réagir et la population mahoraise et celle de la Réunion à côté et l'ensemble des élus citoyens, députés et européens. Je rajoute que l'Union européenne... Collègue, il faudra conclure. L'Union européenne met beaucoup d'argent à travers le FED. Et simplement à côté de Mayotte, à côté de la Réunion, le FED intervient à plus de 25 millions d'euros pour les Comores. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie cohérence par rapport à la vision européenne? Il faut vraiment conclure, chers collègues. Exister l'argent que nous mettons pour du développement et nous n'aurions pas eu tous ces problèmes que rencontre Mayotte si effectivement le co-développement avec les Comores avait Madame lieu. Dindar. Je m'excuse. Mes chers collègues, je vais suspendre la séance pour 3 minutes. Madame la Présidente, chers collègues, les enjeux européens sont majeurs pour nos territoires. L'Union européenne reconnaît ainsi les spécificités des Outre-mer, à travers notamment les statuts qu'elle a créés, statut des RUP, ma collègue en parlait tout à l'heure, et celui des PTOM, qui bénéficient d'un traitement adapté pour tenir compte des obstacles inhérents à leur situation spécifique. Éloignement de l'Europe continentale, contraintes naturelles liées à leur insularité et à l'étroitesse de leur territoire, vulnérabilité climatique, cyclones, volcans, séismes et écologiques, ainsi que dépendance économique vis-à-vis de quelques produits agricoles, bananes, rhum. N'oublions pas également que certains territoires, Martinique, Guyane, Guadeloupe, Saint-Martin, La Réunion et Mayotte, sont concernés par le POSEI dans le domaine de la pêche et de l'agriculture. Et ce sont ces spécificités, justement, qui nécessitent la survie d'une circonscription outre-mer. Comme l'affirmait avec sagesse le docteur Aliker,
premier adjoint d'Aimé Césaire pendant 45 ans, les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais eux-mêmes. Je pourrais adapter ce propos en disant que les meilleurs spécialistes des affaires ultramarines sont les ultramarins eux-mêmes. Cette idée de double circonscription a soi-disant été étudiée, écartée, au motif que les populations outre-mer auraient le sentiment de bénéficier d'un traitement politique différencié auquel elles n'aspirent pas nécessairement, et que les députés européens n'ont pas vocation à représenter un territoire en particulier, mais l'ensemble des citoyens. Madame la ministre, mes chers collègues, soyons sérieux. Si le sujet n'était pas vital pour nos concitoyens et nos territoires, cet argumentaire prêterait à sourire. Nos populations méritent du respect, respect de leurs pensées, respect de leur liberté de vote, respect de leur identité et de leur représentativité. Parce que, je vous le dis, ce projet de loi est l'annonce d'un désastre assuré. Les pays et territoires d'outre-mer sont associés à l'Union européenne. Ils ont accès, sous certaines conditions, au marché commun et bénéficient d'un soutien financier de cette dernière pour leur développement économique et social. Nos ressortissants possèdent la citoyenneté européenne et sont à ce titre électeurs et éligibles aux élections européennes. Ne nous ôtez pas ce droit au motif que l'abstention aux dernières élections européennes était de l'ordre de 83%, auquel cas la réponse de nos concitoyens Il faut conclure, chers collègues. Sera cinglante. Je voterai donc ces amendements et dans le cas d'un échec, je ne voterai pas ce texte. Monsieur Arnel. La parole est à Monsieur Arnel pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente. Je voudrais mêler ma voix à celle de mes collègues et vous signifier que, après avoir écouté le rapporteur et la ministre, j'ai 4 remarques qui me viennent à l'esprit. La première remarque, c'est que sur la question du risque d'inconstitutionnalité, moi je répondrai simplement que la vie est faite de prise de risque. La deuxième remarque incombe à la remarque du rapporteur sur le Conseil constitutionnel. Est-ce à dire que ces éminents spécialistes, à l'époque, n'auraient pas fait leur travail? S'ils n'ont pas été saisis, c'est que ça ne prêtait pas à discussion à ce moment-là. La troisième remarque qui me vient à l'esprit, c'est le fait aussi que pourquoi aujourd'hui on remettrait en cause au principe d'inconstitutionnalité quelque chose qui est en application aujourd'hui encore. L'autre remarque qui me vient à l'esprit, c'est que le collègue Antiste a dit que les meilleurs défenseurs de les spécificités sont les habitants du territoire eux-mêmes, les élus du territoire eux-mêmes. Je veux rappeler 2 sujets qui ont fait polémique et pour lesquels encore aujourd'hui nous avons quelques difficultés. La question des sucres spéciaux, l'accord avec le Vietnam, conclu par la France sans concertation des collègues ultramarins. L'absence également de la politique sur les flottilles de pêche, l'aide européenne aux flottilles de pêche. Qui a défendu? Personne. Et puis, je veux conclure par cette boutade peut-être. Pourquoi devrions-nous alors avoir un ministre des Outre-mer? Un ministre français pourrait, à l'instar de ce que fait le ministre de l'Intérieur, pourrait s'occuper de tous les territoires. La preuve qu'il y a un ministre des Outre-mer s'explique par le fait qu'il y a des particularités, il y a des spécificités et il y a une attention particulière à donner à ces territoires. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Brisson pour explication de vote. Madame la Présidente, chers collègues, 4 remarques. D'abord, le mot de scrutin. Incontestablement, nous n'avons pas la même histoire. Moi, je suis par atavisme favorable au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. C'est dans mes gènes. Et quand on est dans ce mode de scrutin, la question des territoires ne se pose pas, elle est une évidence. La question du territoire se pose
avec la proportionnelle. Et c'est vrai qu'il y a une idée à la mode, et dont on va reparler très certainement, c'est l'idée que finalement les parlementaires n'ont pas besoin d'être ancrés dans les territoires. Bien, moi je pense que les parlementaires ont besoin d'être ancrés dans les territoires. C'est ce qui fait notre différence. La deuxième idée, c'est la région. Après tout, on a l'occasion, pour l'Europe, les régions sont importantes. On parle parfois de l'Europe des régions, et ce n'est pas obligatoirement toujours ma culture. Mais on a là l'occasion finalement de donner à la représentation française au Parlement européen une possibilité d'ancrage sur les régions dont on sait l'importance au niveau européen. Eh bien, on va passer à côté, après le découpage régional, alors qu'il y avait une cohérence à ce que les députés européens, ce n'était pas parfait, mais ça mettait un peu plus de cohérence, le fait que les députés européens soient élus dans les circonscriptions régionales. Elles sont aujourd'hui, Madame la Ministre, dans des circonscriptions qui comptent plusieurs régions et qui n'avaient pas la même cohérence avec l'organisation politique et administrative de notre pays. Troisième remarque est la participation. Je ferai remarquer que la participation a baissé fortement lorsqu'on était en scrutin national, sur liste nationale, et que même depuis qu'on est en scrutin régional, il y a eu une érosion moins forte. Dernière remarque, les grands pays ont fait le choix, à l'exception de l'Espagne, qui est dans un rapport aux régions très particulier. Les grands pays, vous nous dites, la plupart des pays européens ont fait le choix d'un mode de scrutin unique, mais aucun des grands pays n'a fait le choix d'une circonscription unique. Nous serons les seuls avec l'Espagne. Et finalement, c'est bien là le clivage entre région, territoire et suffrage universel. Pour nous, le suffrage universel représente les citoyens, mais il représente aussi les territoires. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Michel Magras pour explication de vote. Et merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Bon, moi je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire le collègue Brisson. Bon, sur l'autre point, Madame la Ministre, je voudrais vous adresser quelques éléments, quelques observations. La première chose, c'est que, bon, vous nous dites que le Conseil constitutionnel risquerait de... Vous avez fait un grand exposé sur le risque. Que sommes-nous? Nous sommes des parlementaires. Nous sommes responsables de notre mission, nous sommes responsables de notre vote. Qui, dans cet hémicycle, aurait à avoir peur que le Conseil constitutionnel ne soit pas d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il vote? Notre métier, c'est de voter. Le Conseil constitutionnel, c'est de dire si c'est juste ou si ça ne l'est pas. Donc je ne vois pas en quoi nous pourrions nous freiner, nous censurer, nous auto-censurer dans l'exercice de notre mission sous prétexte que le Conseil constitutionnel pourrait sanctionner. La troisième chose sur l'outre-mer dans l'Europe. Ça a été dit et redit, l'outre-mer, le statut des collectivités ultramarines dans l'Europe, il en existe deux, les RUP et les PTOM, les territoires inclus dans l'Europe et les territoires associés. Je fais partie des deuxièmes. Mais pourquoi, si tout ce que nous disions était vrai, pourquoi le traité fondateur de l'Union européenne a-t-il pris la précaution de créer un article 349 pour les RUP qui a trouvé toute son efficacité avec l'arrêt Mayotte, et pourquoi y aurait-il je ne sais combien d'articles, presque un chapitre entier, sur les régions, sur les PTOM? C'est bien entendu parce que nous avons des spécificités et tous ceux qui pratiquent voient tous les jours que l'Europe n'a pas le temps. Nous sommes des micro-problématiques pour l'Europe et personne n'en tient compte. Et quand vous dites, j'ai dit dans mon intervention, nous pourrions très bien être représentés par n'importe quel citoyen de la nation française. Mais la nécessité géographique, sur laquelle ont beaucoup insisté le collègue Lurel notamment, c'est une nécessité absolue. Il faut choisir des gens. Le contexte ultramarin est tel que personne, mieux que les ultramarins, ne peut être sensible aux textes qui sont votés par l'Europe pour introduire et intervenir. Et ils sont là d'ailleurs pour le prouver aujourd'hui. Leurs résultats sont là pour prouver à quel point ils sont impliqués, à quel point ils sont efficaces. Et ils défendent aussi les autres textes européens, mais ils défendent d'abord et surtout, ils sont sensibles d'abord et surtout aux problématiques ultramarines. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'ai souhaité m'exprimer depuis l'hémicycle pour exprimer une position qui n'est pas celle de la majorité de la Commission des lois. Je voudrais prendre position en faveur des amendements numéro 11 rectifié ter et 57 rectifié bis de messieurs Brisson et Bonhomme. Je crois que le Sénat
ne peut pas avoir deux discours selon les scrutins. Nous sommes ici les défenseurs d'un lien de représentation entre les élus et les citoyens que nous ne voulons pas distendre, mais au contraire resserrer. C'est la position que nous nous apprêtons à prendre pour les scrutins nationaux, qu'il s'agisse de l'élection des députés ou de celle des sénateurs. Je ne vois pas pour quelle raison nous pourrions demander que les députés comme les sénateurs soient des élus territorialisés pour être proches de nos concitoyens, être à leur écoute, dialoguer avec eux, et pourquoi ce raisonnement qui vaudrait pour les élus nationaux du Parlement français, soudain, ne serait plus valable pour les élus français au Parlement européen. C'est la même problématique. Dans les deux cas, on peut en effet soutenir que les enjeux ne sont pas locaux. Ils seront soit nationaux, soit européens, et nationaux dans l'Europe d'ailleurs. Et par conséquent, ça n'est pas en raison du niveau auquel se situent les enjeux qu'il faut la territorialisation. Il faut la territorialisation pour que nous soyons proches de nos électeurs, que nous les entendions, que nous les écoutions et qu'ils puissent nourrir notre réflexion. Et c'est la raison pour laquelle il me paraît tout naturel de défendre pour cette réforme du mode de scrutin européen les mêmes principes que ceux que nous défendons pour les élections législatives et les élections sénatoriales. Merci, Monsieur Ball. La parole est à Madame Gruny et ensuite à Monsieur Bonnecarrère. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voterai ces amendements et je voudrais juste donner mon expérience en fait de député européen où j'étais députée de la grande région nord de France, on va dire Pas-de-Calais, Normandie. Et la frustration que j'ai eue à ne pas pouvoir me déplacer dans chacune des communes de cette région. Et à chacun de mes déplacements, je peux vous dire que je venais parler d'Europe et que les personnes étaient très intéressées et nous disaient « mais quel dommage qu'on ne vienne pas nous expliquer l'Europe ». Et je crois que ce rejet de l'Europe, il est avant tout de ça. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez. Nous-mêmes, je crois nous ne défendons pas l'Europe au quotidien et que les députés européens ne viennent pas sur le terrain. Alors j'imagine, quand on va être sur des listes nationales, combien de fois ils vont se déplacer sur le territoire français. Et ensuite, on est représentant de la France dans toute sa richesse au sein de l'Union européenne. Mais je crois qu'avant tout, c'est les attentes de nos concitoyens qu'on porte aussi là-haut, comme on le fait ici au Sénat, et qu'on a besoin de cet ancrage. Donc j'invite sérieusement mes collègues sénateurs à voter ces amendements, sincèrement, pour l'Europe et pour nos concitoyens. Merci. Merci. Et pour terminer, Monsieur Bonnecarrère. Ensuite, nous passons au vote. C'est bien entendu pour l'Europe que notre groupe va s'opposer à ces amendements, sans reprendre l'ensemble de la discussion qui fait que pour nous, la liste nationale est à l'évidence le meilleur moyen de porter dans la société française le débat européen. Mais je n'aurais pas demandé la parole pour m'exprimer sur ceci. Mais depuis une bonne demi-heure, je constate que le débat a changé de nature et que la plupart des critiques qui sont formulées à l'égard des listes nationales sont des critiques qui ont, je dirais, dévié sur une critique du mode électoral. Parce que lorsqu'on demande une territorialisation, à l'image des députés et à l'image des sénateurs, on demande ce que j'appellerais la notion de proximité a été évoquée à plusieurs reprises, on demande une territorialité de proximité. Or, là-dessus, je ne sais pas comment vous faites, chers collègues des Républicains, mais vous avez un acte qui est un acte du 20 septembre 1976. À ma connaissance, aucun d'entre nous n'a participé à son adoption. C'est un acte qui a été adopté par le Conseil des ministres à l'époque où il y avait 9 pays. Et c'est cet acte qui a défini le mode électoral à la proportionnelle, qui fait qu'on ne peut pas revenir à une territorialisation de proximité.
Si ce mode de scrutin n'a pas votre convenance, c'est quelque chose qui est parfaitement légitime et que vous pouvez souhaiter porter, mais cela veut dire que vous ayez l'unanimité des États et vous avez besoin d'un vote conforme du Parlement européen. Mesurez bien combien le débat de ce soir antiproportionnel est un débat qui est assez curieux et assez décalé de la situation juridique que nous avons à traiter. Alors tout à l'heure, on ne tient plus compte de la Constitution, maintenant on ne tient plus compte des accords il y a un traité européen. Vous ne pouvez pas changer le mode de scrutin sans un accord de tous les pays. Ah, écoutez, écoutez, là, je suis abasourdi. En l'état, je considère que vous êtes en train de changer complètement la nature du sujet. Déjà, peut-être vous êtes dans la révision constitutionnelle, ça c'est votre droit, mais notre débat, il n'est pas de cette nature ce soir. Merci. Bien. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe La République En Marche sur les amendements numéro 11 rectifié ter et 57 rectifié bis. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est également défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 83 sur les amendements identiques numéro 11 rectifié ter et 57 rectifié bis. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 345. Nombre de suffrages exprimés 337. Pour l'adoption 128, contre 209. Ils ne sont pas adoptés. Voici le résultat du scrutin numéro 87 sur l'article 1er, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 336, pour l'adoption 195, contre 141, donc l'article 1er est adopté. Voilà pour l'adoption par les sénateurs de l'article 1er de ce projet de loi qui réforme le scrutin pour les élections européennes, qui introduit une circonscription nationale unique, cela malgré l'opposition de toute une partie de la droite sénatoriale. Parmi les arguments, le fait que cela affaiblisse la démocratie de proximité. Certains craignent également que cela mène à faire campagne sur des sujets nationaux pour les élections européennes. Enfin, notez l'opposition d'une certaine partie des sénateurs ultramarins qui voulaient, eux, une circonscription ultramarine. Cela alors que le gouvernement s'y oppose, craignant une rupture d'égalité entre métropolitains et ultramarins devant le scrutin. Les débats se poursuivent toujours aujourd'hui autour de ce projet de loi. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.